Et SM, aujourd'hui, on a vu que SM a essayé ou a postulé pour avoir un marché, le marché de la fake à foot. Projet ambitieux. Et il y a eu un reportage où on a vu d'autres structures au Cameroun qui ont également postulé. Et quand on suit le report, on se rend compte que SM est celle qui a le moins d'expérience dans ce domaine-là. Quelle était, je vais dire, l'idée derrière? Parce que je ne vais pas dire que SM n'a pas de chance. Ce serait, en tant qu'entrepreneur, voilà, renier mon collègue, mon collaborateur et ne pas faire confiance nous-mêmes. Mais face à ces manias, ces grands dans ce domaine à l'international et même au Cameroun, on a vu que d'autres structures avaient accompagné. Qu'est-ce qui a poussé SM et quelle est l'idée cachée derrière le fait d'aller déposer son dossier avec un fanfare? Parce que pour moi, c'était pas simplement le fait de déposer, il y a autre chose derrière. Que peut-être moi, je ne sais pas si ce que j'ai derrière la tête, est-ce que tu vas me confirmer? Mais quel est le message que les gens doivent comprendre et que tu as voulu faire passer? Alors, le premier message, c'est le fait qu'il faut oser. Il faut oser. Quand je dis qu'il faut oser, parfois en vidéo, les gens ont l'impression que c'est du vent. Et surtout, qu'on vend des rêves. Tu as postulé tu as publié ta photo avec Eto'o Fils. Avec Samuel Eto'o, oui. Alors que ici, il peut y avoir un délit de... Comment est-ce qu'on va dire lui, il est le président. Quand on postule pour quelque chose, on fait tout pour ne pas que les gens sachent qu'on a des relations avec celui qui est à la tête. Je ne sais pas quelle est la loi qui le dit. Hein. Non, bon, moi, j'ai rencontré Samuel Eto'o à l'aéroport. On s'est filmé. Comme moi aussi, quand j'organise des conférences, il y a des personnes qui se filment avec moi. Qu'est-ce que je serai demain? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils feront des photos que nous avons ensemble lorsque je serai autre chose demain? Je ne sais pas. Ce n'est pas là le débat. Le principal débat, c'est de se dire, il faut que les jeunes osent. Quand on le dit en vidéo, les gens peut-être ne comprennent pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on leur fait comprendre que nous avons une marque qui s'appelle Sur Mesure, abrégée SM, qui existe depuis pratiquement 10 ans. Nous avons eu à confectionner un ensemble d'articles dans plusieurs types de positionnements différents. Et aujourd'hui, on veut se fixer un challenge qui est beaucoup plus grand. Et dont on ose. Ça, c'est le premier message. Et on ne peut pas oser dans la discrétion. Exactement. Ça veut dire que quand on ose, c'est parce qu'on veut faire passer un... Non. Quand on dit du bruit, c'est péjoratif. C'est qu'on veut faire passer un message. On veut que le jeune qui est assis chez lui, qui nous suit au quotidien, se dit, s'ils ont pu oser en faisant ça, moi, je peux oser dans la menuiserie en disant que désormais, je voudrais que tout le mobilier du ministère des Finances, de l'Éducation et même du gouvernement globalement soit fait par mon atelier. On voudrait qu'un jeune ose dans la plomberie. On voudrait qu'un jeune ose, qu'importe son secteur d'activité, et qui n'ait pas peur des géants, en se disant que comme ils sont des géants, on ne peut rien faire. Le deuxième message que je veux passer, c'est de pousser nos frères africains à se rappeler un peu de nos héros en Afrique. Lorsqu'on parle de Lumumba, quand Lumumba se levait au Congo, c'était parce qu'il comptait sur quoi? Lorsqu'en face, il y a les Occidentaux qui ont les armes, qui ont les chars de guerre. Lumumba avec quelle arme? Rien. Mais il était là, il combattait, il est mort. Sankara avec quoi? Lorsqu'il combattait l'impérialisme, lorsqu'il se place devant une tribune et il dit on ne rembourse pas la dette, il le dit devant tous les Occidentaux à la télévision en direct. C'est parce qu'il comptait sur quoi? Sur la bombe nucléaire que le Burkina Faso a. C'est de l'audace. Ça, c'est le deuxième message. Ça veut dire qu'au-delà du fait d'oser, la deuxième chose, c'est de montrer qu'on est audacieux. Parce que quand on n'est pas audacieux, on n'a rien. La troisième chose, c'est de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est une guerre. Quand on le dit, les gens ont l'impression que c'est factice. Les gens ont l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas matérialisable. Entreprendre, ça veut dire qu'on est dans un marché où il y a 100 personnes. Les 100 personnes ont besoin de boire de l'eau chaque matin. Ont besoin d'une bouteille d'eau par jour. Quand toi, tu arrives sur le marché, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui livre 100 bouteilles d'eau à toutes ces personnes. Et un matin, tu te dis, sur les 100 personnes-là, je vais prendre 10 et c'est maintenant moi qui vais livrer l'eau à ces 10 personnes-là. Quand tu commences à livrer tes bouteilles d'eau à ces 10 personnes, ça veut dire que ces 10 personnes ne vont plus consommer l'eau de l'autre. Ça veut dire que son chiffre d'affaires va baisser. Ça veut dire que s'il avait des engagements financiers, des traites bancaires à payer, il ne pourra plus, gérer ses engagements de la même façon. Exactement. Donc, tu deviens une menace parce que tu viens d'arracher une partie de son marché. Ça ne peut pas se faire lorsqu'on n'a pas d'audace. Donc, c'est une manière pour nous de montrer que nous avons de l'audace et nous pouvons le faire. La troisième chose, et tu l'as relevé, beaucoup de gens disaient, vous n'avez pas d'expérience dessus, les autres l'ont déjà fait depuis 500 ans. Il y a un début à toute chose. C'est vrai. Ils l'ont fait depuis 500 ans, mais il y a eu un jour 0. Ensuite, il y a eu un jour 1.
Pourquoi vous voulez refuser que nous puissions avoir notre jour 1, notre jour 2, notre jour 3? Donnez-nous l'opportunité et le droit de rêver et de penser que nous pouvons le faire. Et maintenant, sur le plan purement technique, nous avons déjà démontré que nous pouvons le faire. Nous l'avons déjà produit, peut-être pas pour l'équipe nationale, mais nous en avons les capacités, l'expertise, la technicité et tout ce qui nous permet de pouvoir le réaliser. Est-ce que ça va forcément fonctionner? Ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est de montrer ces leçons. Le sujet, c'est de montrer que nous sommes dans le processus. Et le sujet, c'est de montrer que même si ça ne fonctionne pas là, nous allons le faire. Puisque nous allons produire nos maillots, que nous gagnons ce contrat ou pas. Parce que rien ne nous empêche de le faire. Peut-être qu'on ne va pas utiliser les emblèmes, mais nous aurons nos maillots. Rien ne m'empêche de faire un maillot avec... D'ailleurs, aujourd'hui, je suis habillé en SM avec les couleurs du Mali. Rien ne m'empêche de le faire. Exactement. Je peux le vendre à des Maliens, cette tenue. Et pourquoi pas, je ne sais pas, c'est une idée, pourquoi ne pas sponsoriser un petit club pour commencer? Alors ça, c'est une question qui est venue plusieurs fois et ça témoigne de parfois l'inculture entrepreneuriale de ceux qui posent la question. Moi, j'ai envie de poser une question qui est simple. Lorsqu'on regarde en Afrique, la plupart des clubs locaux sont des clubs ethniques. Okay. Ça veut dire que quand vous voyez un club local, la plupart des fois, ce club est soutenu par une ethnie, par une communauté. Oui. Lorsqu'on se lance en business, c'est parce qu'on veut gagner de l'argent. C'est parce qu'on veut avoir une certaine marge, une certaine rentabilité. Tu ne peux pas baser ton business sur une communauté qui est faible et qui ne pourra pas à un certain moment donné te générer une certaine rentabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si tu vises un club local, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu vises un club qui ne pourra pas te donner en réalité ce que tu recherches, parce que tu recherches la visibilité, ce club ne passe pas à la télévision. Ce club ne passe nulle part. Ça veut dire que quand ils jouent, c'est parfois juste les membres de leur famille qui regardent leur match, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là. Mais quand on voit la structuration du football chez nous, ces clubs ne bénéficient pas d'une certaine visibilité en ce qui concerne l'exposition médiatique. Nous, on en a besoin. Parce que si nous, on devient, par exemple, équipementier d'une équipe de football comme le Cameroun a des stars internationales qui jouent dans de très grands clubs. Ça veut dire qu'on pourra utiliser leur image pour pouvoir vendre beaucoup plus facilement nos articles. Parce que lorsqu'on décide de le faire, c'est parce qu'on veut utiliser ces leviers pour pouvoir vendre. Si le Cameroun est qualifié à la Coupe du Monde, ça veut dire que des milliards de personnes vont regarder les matchs du Cameroun avec le maillot SM. Ces milliards de personnes qui regardent là, nous, on va utiliser maintenant ces informations afin de pouvoir les convertir en achat de maillots, d'accessoires et tout ça. Ce que le club local ne peut pas faire. Donc, nous, peut-être, tout ce qu'on peut faire, c'est de dire qu'on va soutenir un club, mais on ne peut pas faire du business. Ça peut être du social. On se dit, OK, il y a deux clubs qui sont intéressants. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les soutenir. Donc, on va investir sans rien attendre, du moins, c'est directement d'eux. Alors que nous, quand on vise la sélection nationale, on y va pour faire du business, pour gagner de l'argent. On apporte une contribution à la fédération qui est financière, qui est humaine, qui est numéraire, qui est matérielle et tout ça. Et en retour, on a des moyens de rentabilité, de capitalisation. C'est pour ça qu'on le fait. Donc, les autres, peut-être on pourrait y travailler, mais nous, on fait du business. OK.